sans sommeil, qu'il faut continuer, qu'il faut y aller. Et ben c'est pareil, c'est un miroir qui est transverse dans l'autre sens, quoi, que je peux remettre du trail sur mon métier, la discipline qui fait qu'on peut arriver à des choses plus ou moins grandes, chacun à son niveau. Et à partir de là, quand j'ai fini, elle de son côté, elle a préparé son roadbook d'accompagnatrice, donc les chemins qu'elle va prendre, tout ça. Donc maintenant, elle est bien, on va dire, bien rodée sur cet exercice. Arrivé sur Triran, j'arrivais plus à tenir une conversation de quelques mots sans tousser, être très essoufflé. Ça a été pour moi, j'ai fini en sous-oxygène. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Et voilà, c'est parti. On enregistre sur le Basecamp de Merel. Je suis avec Alexandre Béraud. Comment ça va, Alexandre ? Eh ben écoute, ça va, fraîchement arrivé à Chamonix là, depuis 1 heure, donc on se met dans l'ambiance. Je reviens du Dossard et puis j'ai rejoint l'hôtel Team Merel pour pouvoir participer à l'enregistrement du podcast. Trop bien. Écoute, ouais, tu t'apprêtes à faire l'UTMB. On va en parler, toute cette préparation, tout ce que tu as fait avant. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour tous ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, pour me présenter brièvement, écoute, c'est jamais un exercice facile. Je dirais que je suis avant tout un papa, un futur mari, et puis dans la vie, profession, je suis gendarme, et puis à côté de ça, je fais un petit peu de trail. Voilà. Alors j'aime beaucoup cette question de la présentation parce que je trouve ça toujours très intéressant de savoir par quoi les gens commencent, qu'est-ce qu'ils disent en premier quand ils se présentent. Alors tu dis papa depuis quand déjà ? Papa depuis 2018. J'ai un petit Antoine qui a maintenant 4 ans. Donc on salue Antoine. Voilà. Comment est-ce que tu as géré cette transition, le passage papa quand Antoine est arrivé ? C'est toujours on va dire compliqué, je pense, pour une première fois, pour un premier enfant. On a toujours cette appréhension de se dire est-ce que je vais y arriver, comment ça va se passer. Tu te retrouves avec des gens qui t'achètent de façon amicale et chaleureuse le bouquin Le futur papa, le mode d'emploi, et puis finalement tu regardes autour de toi, tu te dis tout le monde y arrivait, pourquoi pas moi. Et puis voilà, quand tu mets entre guillemets les mains dans le cambouis, après dans les couches, tout se passe bien, ça déroule. C'est un changement de vie, on va clairement dire que c'est là que tu commences à devenir un homme, que tu te rends compte de beaucoup de choses, ce qu'ont pu faire tes parents pour toi, et puis voilà quoi, la vie continue, on prend un rythme différent. Parce qu'il y a quelque chose qui est hyper important dans l'entraînement, c'est le sommeil, le passage à la vie de papa, même la vie de maman, ça change beaucoup sur ce sujet-là. Est-ce que tu as senti un changement ? Est-ce que tu as su t'adapter ? C'est sûr que c'est une vaste question. C'est compliqué. Les nuits sont courtes au début. On a également, je pense aussi, comme les mamans, une décharge d'hormones qui nous pousse à faire plus de choses. Je pense que je suis resté relativement actif pendant cette période. Comme beaucoup de papas trailers, j'ai l'impression aussi, et de maman d'ailleurs. Et puis on s'adapte. C'est vrai que quand le biberon est passé, qu'on voit que la sieste va être longue, c'est à ce moment-là qu'on en profite. L'emploi du temps est rythmé par les siestes du petit, plus que par nos envies, je dirais. C'est sûr que ça change la vie, hein. En tout cas, c'est un très très beau moment, le fait de passer papa. Moi j'ai adoré ces moments-là. Mais 2, c'est bien. Je sais pas, un projet de deuxième ? Pour le moment, il y a pas vraiment ni de projet, ni oui ni non. Voilà, on verra ce que nous dira l'avenir. Bon, affaire à suivre. Du coup, tu disais gendarme. Oui. Comment est-ce que tu as réussi à concilier aussi ? Parce que le gendarme, c'est un métier qui est très prenant aussi, avec beaucoup d'astreintes, beaucoup de temps de travail. Conciliation vie pro, vie perso, vie entraînement, vie semi-pro, d'athlète élite. Comment est-ce que tu as concilié tout ça ? Alors c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi en plus, ma femme est infirmière, Charline.
Donc pareil, des horaires qui sont parfois compliqués, parfois décalés. Bon, maintenant on a trouvé un rythme de vie plus stable. Après, moi sur mon métier, c'est vrai que j'ai beaucoup d'astreintes, je fais beaucoup d'heures. On est militaire, hein, je compte pas les heures qu'on fait. Mais à côté de ça aussi, on a du temps pendant notre travail, du temps d'entraînement. Donc ça permet également de concilier et le sport du boulot, on va dire, et le sport perso. Donc voilà, puis après c'est selon l'équipe avec qui tu es dans le boulot, tu vois, on travaille en équipe, on peut le dire clairement. Donc sur les astreintes, des fois on arrive à se remplacer, à s'entraider. Et quand tu as une bonne cohésion de groupe, tu arrives toujours à trouver du temps. Moi c'est vrai qu'après, à titre personnel, je m'entraîne beaucoup le matin. En général, les horaires d'astreinte commencent à 8h. À 8h, j'ai normalement plié l'entraînement de la journée sans souci, quoi. Alors tu vois, j'étais avec Fred Souchon du PGHM de Chamonix. Il nous racontait que le métier de gendarme, c'était quand même un métier prenant, autant psychologiquement. Est-ce que toi, ce métier-là t'a aidé parfois aussi à peut-être surmonter des épreuves pendant des trails ultra Est-ce que tu te dirais que psychologiquement, ça a eu un impact aussi positif pour ta pratique d'ultra-trailer? Oui, clairement. Je pense l'un et l'autre, que ce soit et dans le travail où on a des fois des contraintes psychologiques, où voilà, on est face à des situations de tension. C'est des miroirs que tu peux remettre dans le trail quand il y a des moments qui sont plus ou moins difficiles, quand ça commence à pincer. Et vice-versa aussi. Tu vois, moi, ça m'arrive dans le travail, tu as des phases où tu peux avoir beaucoup d'attentes, beaucoup de pression à tenir un certain temps. C'est des choses qu'on connaît. Tu as connu sur la TDS, quand tu tiens plusieurs nuits dehors, sans sommeil, qu'il faut continuer, qu'il faut y aller. Et c'est pareil, c'est un miroir qui est transverse dans l'autre sens, quoi, que je peux remettre du trail sur mon métier, de mon métier sur le trail. Et tu le disais, hein, gendarme, c'est militaire. Il y a quelque chose dont on parle beaucoup quand on va s'entraîner, parfois la nuit, parfois sous la pluie, l'hiver, quand il fait froid. C'est de la motivation. La motivation, c'est un sentiment. Et ça n'aide pas toujours. Enfin, on n'est pas toujours motivé, comme malgré ce que veulent nous faire croire les Américains avec leurs speakers qui veulent te motiver tout le temps. Il y a par contre un élément qui est important à avoir, c'est la discipline. Est-ce que tu dirais que ton métier de militaire t'a aidé aussi à avoir cette discipline de jamais rien lâcher, de continuer? C'est exactement sur quoi je voulais rebondir quand tu as commencé à parler de motivation. Je pense que les motivations, tout le monde en a. Il suffit de se mettre un bon blockbuster américain et on trouve tout de suite la motivation, on se sent tout de suite fort, on a envie de faire des choses. Après, c'est clairement, oui, c'est la discipline. C'est la discipline qui fait qu'on peut arriver à des choses plus ou moins grandes, chacun à son niveau. Tu peux être extrêmement motivé quand le réveil sonne à 5h du matin, ça pique pour tout le monde. Il y a celui qui appuie sur le réveil et qui le refait sonner 5 minutes après. Il y a celui qui se lève et qui enfile ses baskets. Je pense que voilà, quand tu as établi un plan, que tu t'y tiens et que tu gardes cette discipline, oui, que j'ai certainement développé avec le côté militaire, c'est ce qui aide à faire beaucoup de choses, quoi. Alors, Alexandre, enfant, c'était un enfant sportif déjà depuis tout petit, peut-être grandi dans une famille de sportifs ou pas? Alors, j'ai pas forcément grandi dans une famille de sportifs. Mon papa aimait beaucoup le sport, ma sœur aime bien ça aussi, elle court. Moi, j'étais comme beaucoup de trailers footeux. J'ai eu un parcours où j'ai beaucoup tapé dans la balle jusqu'à mes 18-20 ans où j'étais en sport-études. Et ensuite, quand je suis rentré en gendarmerie, j'ai arrêté le foot, évidemment. Et je détestais la course à pied, exactement comme beaucoup. Mais quand tu rentres en école de gendarmerie, en fait, si tu veux, pour la faire courte, ton affectation est conditionnée à ton classement. Ton classement est conditionné aux notes que tu obtiens. Et la note de sport, voilà, chez les militaires, c'est les agrès et la course à pied. Et si tu n'aimes pas la course à pied et que tu as des bonnes notes, il faut t'y mettre. Et comme je dis souvent, ce qui était vraiment une contrainte est devenu une habitude. Et l'habitude, par discipline, est devenue un besoin. Et voilà, j'y ai pris goût et j'ai commencé à y mettre une phalange. Et puis maintenant, j'ai mis tout le bras, quoi. C'est vrai que tu le disais, il y a beaucoup de footeux qui passent au trail. Comment t'expliques ça? Je ne saurais pas dire, peut-être les aptitudes à courir dehors par tous les temps aussi peut-être. Et c'est vrai qu'après quand on peut-être aussi développer une vie de famille ou qu'on a les contraintes professionnelles, qu'on ne peut plus aller s'entraîner ou qu'on passe à autre chose. C'est vrai que entre guillemets la retraite sportive vient assez tôt dans le domaine du football et qu'on a encore envie d'être actif, c'est peut-être le sport le plus facile à pratiquer. Et
peut-être que les aptitudes qu'on a développées jeunes après font qu'on s'y sent bien et qu'on a envie de continuer. Et le foot, sport d'équipe, course à pied, sport peut-être le plus individuel qui existe. C'est vrai. Enfin, l'un des sports les plus individuels. Ça te manque pas ce côté équipe, ce côté team? C'est une question, je dirais pas piège, mais oui, c'est un sport individuel, mais c'est vraiment pas. Moi, en tout cas, dans le trail, c'est vraiment pas comme ça que je l'aborde. Il y a évidemment les gens qui sont avec nous, qu'on peut appeler des concurrents, mais souvent des partenaires, quand on est dans les moments qui vont pas bien. Mais non, moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'être en équipe parce que je suis à minima avec Charline sur les courses. Et il y a toujours ce soutien, tu vois. Ouais, moi je dis, je cours, je suis celui qui met le pied droit devant le pied gauche devant le pied droit, mais il y a tous ces gens qui sont derrière, qui sont à côté, qui te soutiennent, qui te regardent, et au final, ouais, c'est cette équipe-là qui me porte. Je ne recherche jamais que ce soit une considération, une reconnaissance, qu'elle soit sociale, familiale ou amicale, mais par contre, je sens cette cohésion, et c'est vrai que c'est quelque chose qui te pousse, quoi. Alors tu le disais, ça me fait penser à deux questions. Je me le dis à moi-même pour pas l'oublier, la deuxième. Tu parlais de cet esprit qui existe entre les athlètes à l'avant. C'est pas forcément tout le temps de la compétition, ça s'entend aussi. C'est le monde du trail, de toute façon, est un sport très convivial, donc ça partage beaucoup. De toute façon, quand on passe plusieurs heures avec des gens, au bout d'un moment, on se lie d'amitié. Est-ce que tu as des histoires comme ça où tu as partagé un moment avec des athlètes devant à vous entraider dans des galères? Est-ce que tu as une petite anecdote ou des choses comme ça qui te viennent en tête? Non, des anecdotes, non, pas d'anecdotes, franchement. Mais comme tu dis, c'est vrai que y a des gens, des fois, tu passes 2, 3, 4, 5 heures avec eux. Et en fait, comme tu es l'un derrière l'autre, tu es en pleine nuit, à l'arrivée, je serais incapable de dire qui c'était. Tu connais juste un prénom, et puis en fait, tu as passé des heures à connaître vraiment de grandes tranches de vie de certaines personnes. Mais non, c'est toujours intéressant. Alors, est-ce que c'est vraiment l'esprit du trail aujourd'hui? Je sais pas, parce que tous les formats de course ne sont pas les mêmes. Après, c'est vrai que sur l'ultra, on passe dans tellement de phases différentes et tout. Bon, là, je pense pas aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de gens qui laisseraient quelqu'un sur le bord du chemin sans l'aider dans la difficulté. On le voit même au plus grand niveau. On a eu une belle démonstration avec François et Kylian cet été. C'est vrai que tu vois, ouais, on s'entraide, on reste ensemble, et puis au final, à la fin, on déterre la hache de guerre, et puis il y en a un qui gagne des deux, ou on a également beaucoup des fois d'arrivées partagées, voilà, n'en déplaise au pro-athlétisme, je dirais, mais c'est vrai que parfois c'est ces moments de cohésion qui font le charme de ce sport. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet, ça. Il y en a certains qui vont dire que l'esprit trail voudrait qu'on termine main dans la main. D'autres qui disent que le respect de l'autre et de son entraînement veut que tu te donnes jusqu'au bout. Toi, tu es plutôt de quel avis? Moi, j'ai pas vraiment d'avis. Je pense que l'avis, beaucoup de gens donnent leur avis. Peu sont dans cette situation. Je pense que si tu es dans une course du top mondial et que tu es en binôme à l'arrivée et en binôme vainqueur, je pense qu'il n'y a que ce moment-là que tu peux avoir ces questions qui viennent dans ta tête, quoi. Et j'imagine que les considérations voilà, des gens qui jugent cela, t'en as que faire à ce moment-là, quoi. Je pense, oui. Et alors tu disais, dans l'esprit d'équipe, tu partages beaucoup de courses avec donc ta femme. Comment est-ce que vous préparez une course comme l'UTMB ensemble? Alors au début, c'est vrai que moi je préparais quasiment tout seul, c'est normal, c'est moi qui cours, elle n'était pas entre guillemets dans ce monde, et plus elle y a pris goût, et maintenant c'est vrai qu'elle a une grosse part d'autonomie. Moi je vais préparer la partie course, voilà, moi je prépare, on va dire, mon matos obligatoire, mes ravitaillements, mon roadbook, et à partir de là, quand j'ai fini, elle de son côté elle a préparé son roadbook d'accompagnatrice. Donc les chemins qu'elle va apprendre, tout ça. Donc maintenant, elle est bien, on va dire, elle est bien rodée sur cet exercice. Et ensuite, on partage tout ça. Voilà. Elle me dit, tiens, pour les ravitaillements, il y aura ça, ça, ça. Elle me pose des questions, ok. Et puis chacun a sa petite besogne, en fait. Une petite fiche de consigne pour les ravitaillements, pour les coups de moins bien, les coups de mieux. Et puis on se met d'accord là-dessus. Puis après, chacun fait
son travail. Du coup, elle, maintenant, elle me laisse vraiment faire. Elle me pose souvent plus trop de questions sur ce que moi je prépare et moi je lui pose plus de questions sur ce qu'elle elle prépare, son roadbook, et chacun est autonome en fait, et c'est ça qui fait que ça marche bien, quoi. Alors il y a une blague souvent pour les accompagnateurs comme ça où le coureur arrive et puis je t'avais dit la poudre bleue, pas la poudre rouge, ou les coureurs qui sont sous la fatigue après plusieurs heures passées dehors, peut-être de nuit. Est-ce que ça vous arrive de vous engueuler, ouais? C'est arrivé. Non, s'engueuler, non. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, t'arrives, t'es pas lucide. Alors, je me répète beaucoup, je dis beaucoup avant la course, je fais ouais, tu sais, si ça arrive, je suis désolé. Et puis même après la course, je fais en fait là j'ai oublié, machin et tout. Ouais. Mais non, je pense pas. Je pense qu'on est vraiment très bien rodé. Et autant elle sait que je vais arriver sur des moments où je vais pas être bien, je vais pas être lucide, et ça sera peut-être pas tout rose. Et autant je sais que moi aussi, quand elle passe des heures à attendre, et ben il y a peut-être une petite ligne de consigne qu'elle a pas lue, et tant pis, quoi. Je veux dire. Je me rends bien compte aussi que si elle n'avait pas été là, et la petite ligne, c'était à moi de me débrouiller tout seul. Donc à un moment donné, tu sais que c'est que du bonus, et faut pas s'en plaindre non plus, quoi. C'est vrai que le boulot d'accompagnateur, c'est un boulot qui est quand même extraordinaire parce que c'est vraiment dévoué à quelqu'un, et c'est peut-être quelque chose qu'on ne salue pas assez. Parce que ils sont vraiment dévoués, fatiguent autant. Et beaucoup disent qu'ils ont passé aussi un ultra, comme le coureur, à stresser. Tiens, quand est-ce qu'il arrive, faut pas que je le rate. La route, elle est bouchée, c'était pas prévu. Donc, gros travail pour aussi des accompagnateurs, et on peut tous les féliciter. Ouais. Hein. C'est le pire, moi, si je peux rebondir là-dessus. Clairement, aujourd'hui, plus qu'une course comme l'UTMB, où il va y avoir quand même pas mal de monde pour suivre, plus que le côté que ce soit performance, vouloir être finisher, tout ça. Moi aujourd'hui, s'il y avait une chose qui me met la pression, ce serait ça, tu vois. C'est un petit peu d'être redevable. Tu donnes un plan de course, tu donnes un certain horaire, et tu dis mince, les gens ils sont là, je sais déjà qu'ils passent beaucoup de temps, qu'ils sont stressés. Là ils vont passer 2 heures, 4 heures. Là, si je suis mort, j'ai envie de faire une sieste, ils vont peut-être passer 5, 10 heures de plus sur. Moi c'est ma plus grande inquiétude aujourd'hui, quand je prends le départ d'un ultra. Eh ben, beaucoup de courage à votre travail d'équipe. Surtout à eux. Ouais. Alors, cette UTMB, comment est-ce que tu l'as préparée physiquement, mentalement? Il y a eu aussi la Volvic où tu as terminé premier de ces 224 km. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux raconter-nous tout ça? Ouais, cette année, une saison un petit peu atypique. C'est vrai que j'avais à cœur de tourner à l'UTMB après, comme je t'ai dit l'année dernière, qui s'est mal passé médicalement. Donc j'ai dû bâcher à Trian. Cette année, du coup, il y avait report des années Covid du format très long de la VX. C'est une course, forcément, quand tu attaques au mois de mai par un 225 km. Voilà, je considère que je suis un coureur relativement lambda. Tu t'en remets pas en 3 mois. C'est assez compliqué, il y a encore des traces. C'était assez bien revenu juste après, la forme était là, et puis après j'ai été en Corse du coup sur le Restonica Trail, où les mêmes soucis de santé sont apparus par rapport à l'année dernière sur UTMB, donc des soucis cardio-pulmonaires. Voilà. Du coup, depuis début juillet, l'entraînement est vraiment en pointillé. J'aborde cette UTMB pas dans les meilleures conditions, on va dire, de forme physique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je sache mettre de côté. Mais à côté de ça, je l'aborde dans les meilleures conditions pour prendre du plaisir. Comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de monde autour de moi. Donc voilà, on sait jamais comment la soupe va être tant qu'on l'a pas goûté. Et voilà, je l'aborde relativement sereinement. On verra bien ce qui va se passer. Tu peux développer un petit peu ces soucis de santé que tu as vus sur ces différentes courses? Ouais, alors du coup, l'UTMB l'an dernier, si tu veux arriver au niveau de Courmayeur, enfin un petit peu avant de Courmayeur, quand on avait passé le col de la Seigne et les pyramides calcaires, commençait à avoir un petit peu le souffle court, une toux, tu vois, quelque chose qui s'apparente un petit peu à de l'asthme. Un petit peu mieux quand je redescendais dans la vallée, puis après à chaque fois que je faisais un effort en montée, ça pinçait. Grand col ferré, ça a pincé fort. J'ai voulu continuer, j'ai appuyé, je suis resté avec ces symptômes, on va dire entre 8 et 9 heures. Et arrivé sur Trian, j'arrivais plus à tenir une conversation de quelques mots sans tousser, être très essoufflé. La course s'est arrêtée pour moi, j'ai fini dans l'ambulance sous oxygène. Pas mal d'examens pour retrouver ce qui pouvait clocher au niveau des poumons et du cœur. Pour le moment, on n'a rien trouvé. J'ai refait des examens à la suite au Restonica. On va encore pousser d'autres pistes avec les médecins pour voir ce que ça peut être. Comme je disais tout à l'heure, on met beaucoup aussi de choses sur le fait du Covid long. Moi, j'ai eu le Covid fin 2020, en novembre 2020. Est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié?
voilà, je sais pas, je laisserai la science y répondre en espérant trouver une issue favorable à tout ça. C'est vrai que j'ai reçu d'autres athlètes élites qui partagent ce genre de ressenti. Je pense à Pascal Aigli, je pense à Martin Kern aussi. Baignade Marmissol aussi. Enfin, bref, j'ai beaucoup d'exemples comme ça d'athlètes qui remontent des difficultés suite à Covid, suite à vaccin aussi. Comment est-ce que toi tu abordes du coup maintenant un UTMB en sachant qu'il y a potentiellement cette petite épée de Damoclès là, qui tu sais pas si ça va arriver ou pas. Est-ce que mentalement, est-ce que ça t'affecte et si oui, comment? Oui, mentalement ça affecte forcément. Après c'est toujours le problème de pas psychoter là-dessus parce que faut pas non plus s'inventer des symptômes. Il y a des moments où ça va piquer et ce sera pas forcément ça. Maintenant les symptômes, je les ai clairement identifiés, je sais ce qui se passe. Oui, je l'aborde forcément avec une grosse appréhension. C'est vrai que dès qu'on va passer au-dessus de... Moi, ça m'arrive à chaque fois en altitude, donc dès qu'on va passer au-dessus de 2000, 2003, oui, je vais être plus vigilant, je vais faire attention à pas taper dans la gamelle, comme on pourrait dire. Voilà, essayer de rester calme et pas trop m'essouffler. De toute façon, voilà, sur une course comme ça, c'est pas quelques minutes de gagné ou de perdu qui font de grandes différences, mais oui, forcément, ouais, c'est un petit peu aussi, on va dire, sur le côté médical, un test pour moi de revenir ici. Ouais. Et du coup, 3 mois pour récupérer après un 225 km. Comment est-ce que tu as fait pour récupérer et en même temps te préparer avec une Restonica entre les deux? Tu dis que tu es un coureur lambda, mais pour le commun des mortels, ça fait quand même beaucoup. Non, c'est vrai que après, j'ai rapidement enchaîné. Si tu veux, j'ai fini vraiment cette course de la VVX, je l'ai vraiment fini dans un état très très abîmé. Voilà, je marchais quasiment plus à la fin. Ce que je disais, si j'avais pas été en tête de la course, je pense que ça aurait été compliqué de finir. C'est vrai que c'est le fait d'être en tête, d'avoir du monde encore autour de moi qui m'a vraiment poussé, mais je marchais plus à l'arrivée. Mais comme je l'avais dit, pareil, à mon entourage, c'était vraiment de l'usure, tu vois. Je sentais qu'il n'y avait pas vraiment de gros bobos. Évidemment, il y avait les tendons qui avaient un petit peu ramassé, mais il n'y avait pas de gros bobos. Je m'étais laissé récupérer, comme tout le monde, quoi, hydratation, nutrition, un bon sommeil. Et puis 3 semaines après, j'avais fait le 50 km de l'UTPMA. C'était en fait pour refaire un petit bloc avant Restonica, enchaîner, donc ça c'était le samedi, enchaîner avec un 14 km local chez moi au Vernet le dimanche. Les 2 courses, c'était très bien passé. Mais bon, après, c'est vrai qu'à 3 semaines d'un objectif, souvent on a un petit regain d'énergie qui fait qu'on arrive à être performant, ce qui s'est certainement passé. Et après, au Restonica, pareil, je me sentais bien. Début de course, c'est très très bien passé, mais passé les 10 heures d'effort, voilà, il y a eu ces soucis qui sont revenus. J'ai choisi de mettre rapidement le clignotant pour essayer de préserver, pour pouvoir s'aligner au départ de l'UTMB. Et voilà, après, du coup, en ayant eu les mêmes soucis de santé, c'est vrai que je suis resté en pointillé, beaucoup de basse intensité, pas trop forcé, et garder un petit peu cette vague positive que j'avais pour m'aligner sur UTMB. Même si, comme tu l'as dit, je reviens sur la VVX qui était un format de 225 km. C'est plus après la fatigue, je dirais, nerveuse et psychologique qui dure plus que la fatigue vraiment physique, quoi. Pas forcément une lassitude qui s'installe, parce que comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très discipliné, donc quand il faut de l'entraînement, j'y vais. Mais voilà, ouais, nerveusement, psychologiquement, des fois peut-être un petit peu moins d'envie, tu vois, une appétence qui est plus tout à fait la même pour on va dire, se faire mal. Et alors, choix de la Restonica, pourquoi? Parce que c'est un trail qui est très technique comparé à l'UTMB, qui l'est quand même moins. Pourquoi avoir choisi cette course en préparation? Clairement, c'était pour le côté plaisir. Comme j'ai dit, après moi, la VVX c'était venu dans le calendrier, c'était rajouté de par un report. Mais après, j'ai choisi de cocher cette course parce que dans le calendrier, pour arriver à l'UTMB, 1 mois et demi avant, ça paraissait relativement cohérent. Et après la découverte de la Corse, moi je l'avais vu, j'avais déjà eu l'occasion d'aller en Corse, mais jamais d'y courir. Et voilà, c'était quelque chose qui me tentait vraiment, et l'occasion s'était présentée. Donc voilà, je fonctionne au plaisir. Ouais, avant tout. Ouais. Alors là, on est sur le Basecamp Merrell. La rencontre Merrell et Alexandre, comment ça s'est passé? Eh bien, la rencontre Merrell en fait avec le team, c'est Nico, le team manager, qui pourra en parler mieux que moi. Moi, c'est plus ma rencontre avec Nico en fait. C'était pendant le Covid d'ailleurs, pendant les confinements. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, moi je suis arrivé en fait sur le côté performance, mais
bas niveau relatif, je dirais. Plutôt en 2019 où j'avais fait une belle TDS. Ça s'était plutôt bien passé. Il y avait 2-3 autres résultats qui avaient bien marché. Mais voilà, moi sans aucune prétention de vouloir être plus performant que ça dans ce milieu-là. Et Nico m'avait contacté, voilà, savoir si je voulais faire partie de l'aventure avec son team, chose que moi j'ai accepté. C'était toujours une expérience de plus enrichissante qui ne me donnait pas trop de contraintes. Donc c'était vraiment l'opportunité de mettre le doigt dans quelque chose et de découvrir. Et après, partant de là, l'aventure du team a commencé et Merel est venu se rajouter sur le team. Et maintenant, on a un team élite qui jouit de ce partenariat et qui permet un meilleur épanouissement. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure que c'était un sport individuel, mais du coup, le fait de rentrer dans une team, ça le rend aussi peut-être un peu en équipe, on s'entraide. Tu ressens ça, un petit, cette cohésion ? Oui, on y a une cohésion. C'est vrai qu'on essaie d'avoir 2 stages dans l'année, en début de saison et en fin de saison, pour lancer un petit peu, on va dire, les hostilités et puis à la fin de saison. Nous, dans le team, là, on n'a que des coureurs qui ont des profils différents, des jeunes, des plus anciens et surtout dans tous les formats. Donc c'est toujours bien de s'enrichir des expériences des uns et des autres. Voilà, moi je suis sur l'ultra, je suis, on va dire, le gros diesel de la bande, et on a des petits jeunes qui sont plus sur des formats très courts. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce partage-là au niveau performance, et puis même au quotidien, on a entre moi qui suis père de famille et des étudiants, c'est toujours aussi super de pouvoir partager des moments de cohésion comme ça tous ensemble en étant rattachés autour d'une passion commune. C'est vrai qu'on a tendance à voir l'ultra un petit peu au-dessus des autres courses. Dans l'esprit général, faire un 150, c'est plus valorisant que de faire un 50. Alors que si tu fais un 50 en étant aux avant-postes, c'est souvent aussi difficile de préparer ça que de préparer un ultra. Pourquoi tu as fait le choix de te tourner vers l'ultra et pas les courses plus courtes ? Ouais, c'est vrai, comme tu le dis. Après ça, je pense que c'est des débats de machine à café. Ça, c'est toujours à savoir qui a la plus grosse. Mais non, après la distance, je pense que vraiment toutes les distances ont des difficultés qui sont singulières. Et moi aujourd'hui, plus je m'aligne sur une distance courte, plus ça me fait mal, parce qu'il faut vraiment s'arracher par rapport à l'ultra, il faut de la gestion. Et après, moi, je suis venu plus sur l'ultra parce que clairement, c'est ce qui m'a le plus correspondu en fait quand j'ai commencé à courir. Si tu veux, moi j'ai commencé comme tout le monde. Au début, un marathon m'a paru insurmontable, que ce soit en trail. Il y avait, je me souviens, c'était sur le trail du Vulcain. L'année où je le fais, je suis sur le 40, c'est la première fois que je fais un trail long, enfin un trail semi-long, on va dire. Et puis tu as les gars du 80 qui me doublent, Laure Blanchet, le premier qui me double. Je me dis, mais c'est incroyable de voir des gars qui font 80. Qui sont ces gens, c'est impossible. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, je vais essayer, je vais faire un petit peu plus long. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sentais plus à l'aise sur le long, plus à l'aise sur les courses de gestion, où à un moment donné, il faut plus être avec la tête que les jambes. Et voilà, non, moi c'est pas forcément, je dirais, un choix d'ego, c'est un choix de sensation. C'est là où je suis le plus à l'aise, et aujourd'hui, comme je le disais, à mon niveau le plus performant. Donc c'est pour ça que je suis sur ce format-là. Alors tu le disais, l'ultra c'est de la gestion. Les marathoniens, s'il y en a qui nous écoutent, ont l'habitude de se fier à une allure, à un rythme qu'ils prennent depuis le début et qui suivent jusqu'à la fin. En trail, on a le choix de faire la gestion de son effort, peut-être au cardio, peut-être au ressenti. Comment est-ce que tu fais toi pour te dire là je peux appuyer, là vaut mieux que je freine ? Alors moi, c'est sur les entraînements, je fonctionne au cardio. Surtout, ça me permet aussi de pas mal quantifier la charge d'entraînement, la fatigue, tout ça. Après, sur un ultra, je mets rien. Sur un ultra, c'est vraiment la sensation. Aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je fonctionne, et je pense que j'ai pas le niveau pour me dire tiens, je vais faire telle allure, je vais accélérer ici ou là. Il y a trop d'aléas qui peuvent arriver. Il y a toujours le plan qu'on prévoit et le plan qui se réalise. Que ce soit par exemple sur les ravitaillements, la nutrition. On a beau sur un UTMB prévoir les ravitaillements jusqu'à Valorcine. Je pense que peu d'athlètes respectent le plan à la lettre jusqu'au bout, et peu de gens sont dans des temps vraiment, à part les Antoine Guillon, les Ludo Pomeré qui arrivent à jouer à la seconde près. Mais non, sinon nous, je pense que pour les gars qui jouent un petit peu moins devant, il y a encore trop de facteurs extérieurs, même intrinsèques qui arrivent, qui font qu'à un moment donné, faut gérer un petit peu au cas par cas. Et c'est là aussi que l'assistance a un rôle énorme, parce que
Voilà, moi je sais que Charline, elle connaît les petits leviers qui, au moment où ça va pincer, quand on va s'écarter du plan, on va se resserrer se recentrer sur des choses basiques, mais des choses qui font plaisir et qui permettent de continuer. Et alors du coup, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement classique d'Alexandre? Et est-ce que tu as un entraîneur d'ailleurs? Oui, j'ai un entraîneur qui est là, qui est en train de suivre l'OCC actuellement, David Pelabou, qui m'entraîne maintenant depuis 2 ans. Moi, la relation aussi que j'ai avec mon entraîneur, elle est, je dirais, pas relativement atypique, mais si tu veux, David, lui, est très porté athlé, trail plutôt court, et c'est un petit peu mon garde-fou. Moi, j'ai toujours envie d'en faire plus, et lui est sur la qualité. Et en fait, on a trouvé une bonne alchimie avec ça, parce que du coup, j'ai l'essence de qualité qu'il me donne, et moi, à côté de ça, des fois, je brode un petit peu plus de volume au ressenti, mais toujours, voilà, c'est toujours lui qui fixe la bride, parce que j'ai toujours envie d'en faire un petit peu plus, comme beaucoup d'ultra-trailers, je pense. Et voilà, aujourd'hui, une semaine d'entraînement classique pour moi, c'est 7 jours d'entraînement, pas forcément que de course à pied, je croise pas mal avec le vélo. Sur les périodes de grosses charges, comme on arrive en début d'été, j'essaye de mixer, on va dire, à 50% de temps sur le vélo et en course à pied. Un petit peu de renforcement musculaire aussi à côté de ça. Voilà, y a pas... Je m'entraîne, oui, quasiment 7 jours sur 7, mais pas que en courant. Le corps ne supporterait pas. C'est sûr que l'entraînement croisé, ça c'est très, très tendance aussi de réduire les volumes comme tu le disais, et puis déjà que tu fais déjà beaucoup d'ultra dans l'année, hein. Déjà tu as peut-être ce fond qui est là, et alors sur la partie nutrition, tu disais tout à l'heure en off juste avant que le café tu avais essayé de réduire, donc j'imagine que tu fais aussi attention à ce point là. Moi je trouve que c'est très compliqué de faire un ultra en fin d'été avec tous ces barbecues apéros qu'il y a autour de nous. Comment est-ce que tu gères ça? Ouais, c'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant, la nutrition. Là, on est beaucoup, je pense, avoir été autodidacte dans le domaine en essayant pas mal de choses. Moi, c'est un sujet qui me passionne relativement, donc j'essaye de me tenir informé, de regarder pas mal de choses. Après, non, moi, je reste quelqu'un de très bon vivant et épicurien. Voilà, au quotidien, je fais attention, mais je m'empêche jamais une soirée ou une bière autour du barbecue quand l'occasion se présente. Après, voilà, sur des objectifs comme ça, c'est vrai que 2-3 semaines avant, non, tu commences à faire attention, quoi. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va faire attention 3 mois avant. Au quotidien, comme je l'ai dit, je reste vigilant, je m'autorise des écarts, mais pas tous les jours. Et par contre, c'est vrai qu'après, 3 semaines d'un objectif, tu resserres un petit peu la bride, on essaye d'être focus. Là, pour le coup, le barbecue bière, on essaye de trouver une alternative. Voilà, pour ce qui est de la caféine, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens on consomme beaucoup de café. Moi, je suis un grand consommateur de café. J'en fais partie aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'un petit peu avant un événement comme ça, je le réduis pour me recentrer aussi sur mon sommeil, pour essayer de mieux dormir, qu'il n'y ait rien qui puisse l'altérer. Et après, c'est un petit levier que j'essaye de garder quand on sait qu'on va faire une nuit blanche, la caféine, voilà, pour rentrer en jeu dans les moments difficiles. Ouais, c'est vrai que c'est un conseil qu'on entend souvent, ça, de réduire au moins une semaine avant, et comme ça, quand on en reprend, paf, il y a l'effet caféine qui prend vraiment le relais. C'est un bon conseil, ça, qu'on entend pas assez souvent. La gestion de la nuit, justement, tu préfères courir la nuit, le jour? Je peux pas dire que je préfère courir la nuit, mais la nuit, je trouve que le temps passe plus vite. Si tu veux, en fait, la nuit, les difficultés de la nuit, ce qui se passe et ce qui pourrait mal se passer, en fait, je trouve, est rapidement gommé au lever du jour, en fait. C'est un petit peu comme une parenthèse pour moi, la nuit. Il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Quand le soleil se lève, c'est derrière, c'est fini. Et c'est pour ça que c'est une ambiance que j'aime bien. Une ambiance que j'aime bien, se retrouver aussi dans des espaces plus silencieux. Plus recentré sur soi-même aussi. On a quand même moins de monde. Tu vois, une course comme l'UTMB où il y a énormément d'effervescence au début. On est vite fatigué parce que c'est une course qui part le soir, donc ça c'est assez atypique. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Mais ouais, on retombe vite. Voilà, l'euphorie retombe, on se retrouve dans le calme, on arrive à se recentrer sur ses sensations et c'est un bon moment. C'est quelque chose que je dirais pas que j'aime, mais que je crains pas, quoi. Et alors, quelle vision tu as, parce que tu vas passer toi une nuit dehors. Les derniers de l'UTMB vont passer 2 nuits. Quelle vision tu as, toi, d'athlète élite, de ces coureurs qui sont à l'arrière?
Alors, ouais, dans ta question, il y a deux choses. J'espère ne pas passer une deuxième nuit dehors. Voilà. Après, on verra bien. Je préfère en passer une deuxième que de devoir ne pas finir. Mais bon, ça, c'est pas envisageable pour le moment. Après, voilà, comme tu dis, moi, je me considère pas comme quelqu'un de vraiment élite. On va dire plutôt dans le haut du peloton. Non, mais pour les gens qui passent 2 nuits dehors, moi, clairement, c'est de l'admiration. Ça ne m'est jamais arrivé. La plus grande course que j'ai faite là, sur la VVX, j'ai passé un petit peu plus de 33 heures, donc j'ai pas passé 2 nuits. C'est quelque chose que je connais pas et que je respecte entièrement. Aujourd'hui, je sais pas si moi j'aurai la force, que ce soit physique ou mentale, de me dire il faut passer une deuxième nuit dehors, faut rester. Ça conditionne beaucoup de choses en termes de gestion, ça conditionne plus de matériel, plus de change, de devoir dormir, de devoir se changer. Non, c'est vraiment encore un niveau au-dessus. Un niveau au-dessus, je dis pas les gens voilà, qui sont plus lents, pour moi, ils ont un niveau au-dessus de compétences, de pouvoir gérer tout ça. C'est encore des problématiques que je n'ai pas, quoi. On l'a vu là sur la TDS. Beaucoup de gens ont abandonné à Beaufort parce que tu as le choix entre prendre le bus et rentrer te coucher ou aller te taper quelques cols encore. Beaucoup ont fait le choix d'aller dans le bus. Beaucoup l'ont regretté aussi. Est-ce que toi, tu as déjà eu à abandonner et si oui, comment tu l'as vécu? Alors, comme je dis, il y a deux courses où j'ai pas fini, Restonica et UTMB. Mais à chaque fois, c'est le médecin qui a coupé. Non, moi clairement c'est pas envisageable de rendre le dossard. Voilà. S'il n'y a que le médecin qui peut l'enlever. Charline le sait, il y a des garde-fous à chaque course. Je lui dis tu m'interdis, même si un jour je me sens mal et tout, c'est interdit. Je lui dis tant que j'ai pas dormi, mangé, que je me suis pas entièrement rechangé et qu'il n'y a pas au moins 2 heures qui sont passées sur le ravitaillement à essayer de me refaire, interdiction de rendre le dossard. Voilà, parce qu'on l'a tous connu, même sans parler d'avoir du coup abandonné, mais on a tous connu une fin de course où on finit complètement détruit. Et puis finalement, on se rend compte qu'on rentre, on prend une douche, on mange, on se change, et on se dit tiens, s'il fallait en faire 10 de plus, je pourrais peut-être les faire. Alors qu'il y a une demi-heure, on se disait non, c'était pas possible. Donc non, je pense qu'il faut toujours garder ce petit levier ou d'avoir quelqu'un à côté qui met la brique, qui dit attends, fais ce qu'il y a à faire d'abord avant de. Parce qu'on peut on flanche tous à un moment donné, hein, tous des coups de mou, mais il faut savoir garder une petite bride par rapport à ça avant de faire une erreur et comme tu l'as dit, de monter dans le bus et de le regretter amèrement. Ouais. C'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on répète souvent sur le podcast, c'est il y a 2 causes d'abandon possibles, la barrière horaire qui te rattrape, et là t'as pas le choix, ou un problème de santé. Mais c'est difficile de gérer ce fameux problème de santé, tu vois, tu le disais, toi, tu as passé 8-9 heures avec peut-être un problème cardio-pulmonaire. La frontière entre fissure du mental et puis se pousser, tu arrives à la définir? Non, ça je pense que vraiment c'est un de mes problèmes. C'est que, comme on l'avait dit, voilà, on en revient sur l'aspect discipline. Moi, c'est peut-être aujourd'hui, faut connaître aussi ses défauts. Moi, je pense que beaucoup disent c'est une qualité d'avoir un mental fort, tout ça. Non, moi, je pense que c'est clairement un de mes défauts. Je suis capable, tu vois, je dis avec beaucoup de recul, mais je serais bêtement capable de me mettre en danger parce que j'ai pas envie de lâcher, le steak, quoi. Et c'est ce qui est arrivé l'an dernier. L'an dernier, j'ai dit non, mais maintenant qu'on est là, il reste 50 bornes, je l'ai fini. J'ai dit même si je finis en marchant, je finis, et puis finalement je pouvais plus marcher. Et non, je pense qu'à un moment donné, c'est difficile d'avoir, de trouver, comme tu dis, de trouver cette barrière, de se dire à ce moment-là, non, là je suis en train de faire une bêtise, je suis en train de peut-être d'hypothéquer une partie de ma santé ou une partie de ma saison, et il vaut mieux mettre le clignotant et ranger son orgueil. Et voilà, il y a des gens qui ont ce problème-là, ou il y a des gens qui ont ce côté inverse, dès que ça va un petit peu mal et qu'il y a une voiture qui se présente, ils ont vite envie de monter dedans. Après, ça c'est personnel, quoi. Chacun vit avec, je dirais, avec ses envies et ses regrets, mais voilà, clairement, faut pas se mettre en danger. Ouais. C'est peut-être le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens. Est-ce que dans ta carrière, si je peux dire, il y a une épreuve, un trail, quelque chose qui te fait rêver, si tu te dis une fois que j'aurais coché ça, j'aurais réussi ma vie? Non, pas spécialement. Comme je dis, je marche beaucoup, beaucoup ressenti au plaisir. L'année dernière, on a été sur la diagonale avec Charline. S'il y a une course où je devrais retourner, je pense que c'est là-bas. Et j'ai parlé avec pas mal de gens à ce sujet, tu vois.
Moi, la Diagonale, je connaissais pas avant d'y être allé. J'avais jamais été à La Réunion. Et je m'en cache pas, tu vois, je trouvais que c'était un événement, vu de l'extérieur en tout cas, peut-être un petit peu comme l'UTMB pour beaucoup de monde, que je trouve un petit peu surfait, tu vois. Parce que je me disais, ah, tiens, bon, la Diagonale, tout le monde dit l'ambiance, tout ça, le t-shirt finisher, j'ai survécu. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit peu rajouté. Et tu vois, j'ai franchi la ligne l'an dernier, il y avait Ludo Collet qui était là, j'ai franchi la ligne et je lui dis, bah écoute, ouais, j'ai tout compris. J'ai tout compris parce que ouais, c'est la seule course qui te marque au fer rouge, comme ça, où tu te dis, t'as envie d'y retourner. Tu vois, je comprends les gens qui y retournent plusieurs années de suite et l'ambiance, la ferveur qu'il y a là-bas, c'est un monde parallèle. Il y a la Diag et il y a le reste. C'est vrai que c'était magique. Je te rejoins absolument. J'ai passé 10 jours là-bas. Quand je suis reparti, j'ai pleuré. C'était la première fois que ça m'arrivait de pleurer en partant d'un voyage. Il y a une ambiance, il y a une énergie, il y a l'île intense, on l'appelle, Ouais, c'est pas pour rien. C'est clairement ça. On a des frissons, rien qu'à le dire. Malgré tout, moi je suis de ceux qui se disent que faire des ultras c'est quand même marquant, traumatisant pour le corps, et il y en a beaucoup à faire dans le monde. J'aimerais découvrir beaucoup de territoires, de pays. Toi, même sachant ça, tu veux retourner, tu veux revivre ces émotions? Oui, après, non, je pense pas que je serais quelqu'un qui retournerait tout le temps là-bas. J'aimerais bien y retourner une fois, et c'est vrai que c'est un projet, comme j'ai dit, j'aime beaucoup articuler les projets autour de la famille. Voilà, Charline, pour avoir suivi sur pas mal de courses, voilà, clairement, si un jour elle devait courir un ultra, ce serait celui-là. Donc pourquoi pas faire mûrir un projet autour de ça. Non, après, y retourner tout le temps, non. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi, ouais, comme tu le dis, découvrir d'autres expériences, voir d'autres paysages, d'autres pays, pourquoi pas. Après, clairement, aujourd'hui, voilà, on a des contraintes, que ce soit professionnelles ou financières, qui permettent pas forcément de faire tout ce qu'on aimerait faire. Mais oui, s'enrichir d'expérience, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien essayer une fois tous les ans ou tous les 2 ans de faire un petit peu quelque chose, je dirais, d'un petit peu plus exotique pour goûter à surtout d'autres ressentis, d'autres ambiances, comme on a pu le voir, oui, que ce soit à la Diagonale ou dans d'autres pays où il y a d'autres ferveurs, je dirais d'autres mentalités qu'en France. C'est toujours intéressant de s'enrichir de tout ça à travers les voyages. Et alors justement sur la Diagonale, beaucoup remontent d'avoir fait des rencontres improbables en pleine nuit, de quelqu'un qui fait un barbecue ou qui joue de la musique. T'as vécu ça toi aussi? Moi oui, j'ai une anecdote. Pareil, on peut en reparler. Je suis arrivé donc du coup le premier jour, on s'installe dans notre logement avec Charline et là t'as le jardinier de la résidence qui arrive. Il dit, ah, bonjour, t'es trailer et tout. Tu fais dire, je dis bah ouais. Et 5 minutes après, il voulait prêter son pick-up à Charline pour qu'elle y aille dans ma fat et il avait prévu de me faire le ravitaillement pareil au milieu de ma fat. Le lendemain de l'arrivée, il est passé, il me voit, il me dit ah, comment ça va? Je dis bah écoute, j'ai un petit peu les jambes défoncées. Ouais, attends, bouge pas, mets-toi en slip dans ton lit, j'arrive. Voilà. Et puis il est venu me masser parce qu'il avait des compétences là-dedans. Enfin voilà, incroyable. C'est incroyable le partage que peuvent avoir les Réunionnais dans la vie de tous les jours. Ça c'est incroyable. Des anecdotes, on en a plein. Il suffit d'avoir ton bracelet ou de promener avec ton t-shirt finisher quelque part et puis tu te trouves à manger chez un inconnu le midi et puis si tu fais pas attention tu y es encore le soir. Donc non, c'est incroyable. C'est vrai que c'est fou cet esprit. Je sais pas qu'est-ce qui fait que y a cette énergie, cette ambiance que tu retrouves. Enfin, moi, j'ai pas vécu non plus toutes les courses du monde, mais surtout, c'est cette gentillesse, cette bienveillance. Pareil, je pourrais être invité dans je ne sais combien de résidences de chez des gens. Ils t'invitent à manger, viens avec ta famille l'année prochaine. C'est incroyable. Ouais, vraiment. On salue les Réunionnais qui nous écoutent, ils sont nombreux. Alexandre, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, on a parlé un petit peu en off juste avant. Tu me parlais de surentraînement. Tu as connu ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'est comme on le disait en off, c'est quelque chose qui est encore méconnu, peut-être un petit peu tabou. On commence à en parler pas mal avec le côté féminin dans le sport, avec les problèmes d'aménorrhée, les problèmes que peuvent avoir les femmes après pour avoir un enfant ou des choses comme ça sur le surentraînement. Et sur le penchant masculin, on en parle peu. Peu de gens pensent que ça peut arriver, j'imagine. Moi, ça m'est arrivé il y a 5 ans. Quelque chose qui a été décelé, que voilà, ma femme m'a beaucoup accompagné, c'est elle qui a vu la chose, on va dire, en première. Et on voit beaucoup de sportifs élites qui font des fractures de fatigue. On met ça souvent sur les causes mécaniques. Mais ouais, il y a à creuser là-dessus. On commence un petit peu à développer la chose et c'est quelque chose
je dirais pas d'intéressant parce que c'est grave, mais il faut porter un intérêt et j'espère que les médecins, le corps médical va plus se pencher là-dessus et notamment également dans les teams qu'on soit sensibilisé à ce genre de choses, que c'est pas quelque chose de marrant, c'est pas quelque chose dont on peut se sortir rapidement. Voilà, je parle pas du surentraînement de la fatigue, hein, c'est quand vous commencez à avoir des fractures de fatigue, vraiment de gros dérèglements hormonaux comme ça a pu m'arriver. C'est quelque chose qui peut vraiment laisser des traces et il faut appeler la plus grande vigilance dans notre sport. Un sport relativement amateur où beaucoup de gens font beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de sorties, beaucoup d'ultra, comme on le disait tout à l'heure. On pousse toujours au toujours plus, mais le plus est souvent l'ennemi du bien, donc il faut être vigilant. Et comment ça s'est manifesté pour toi ? La manifestation elle est assez compliquée en fait. Au début tu peux avoir des blessures et puis tu sais après c'est surtout une certaine lassitude et puis je dirais surtout Charline a décelé un changement de comportement en fait. Les premiers symptômes c'est ça en fait. Beaucoup moins d'appétence pour les choses du quotidien. Tu commences à vraiment pas devenir beaucoup plus égocentré, mais tu as moins d'énergie pour faire plein de choses et puis tu te recentres plus sur ta pratique, tu deviens plus focus sur les choses qui t'intéressent à toi. Tu veux en faire plus et à côté de ça, tu vois, tout à l'heure on parlait pour la nutrition, tu dis bah tiens je vais pas faire un barbecue ou boire des bières parce que j'ai ma compète, mais là t'es pas là-dedans, tu vois, tu vas pas le faire parce que tu dis bah non parce qu'il faut que j'aille courir, juste parce qu'il faut que j'aille courir ou parce qu'il faut que j'aille m'entraîner et puis t'as plus cette appétence pour la joie de vivre, pour les bonnes choses du quotidien et tu t'enfermes un petit peu sur toi-même quoi. Et ça c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment être vigilant. Ouais. Et alors, tu dirais que ça concerne principalement le milieu du sport de haut niveau ou finalement des histoires comme ça, peut-être que tu les as remarquées à tout niveau ? Non, je dirais peut-être au contraire, pas forcément au niveau, mais peut-être plus au niveau amateur. Tu sais, au niveau amateur aujourd'hui où beaucoup de gens vont être plutôt recentrés sur les réseaux sociaux, vouloir montrer ce qu'ils font, montrer leur vie, souvent... je dis pas malheureusement parce que chacun fait ce qu'il veut, où on a beaucoup de gens qui, de par leur pratique, que ce soit dans le trail, la course à pied ou en fait les sports individuels comme ça, vont se retrouver vraiment dans l'individualisme, ne pas avoir de vie de famille, peu de vie sociale, peu d'amis, vivre que de leur passion, se recentrer uniquement là-dessus, transposer ce qu'ils font, là, comme je disais, sur les réseaux sociaux, réseaux sociaux sportifs, comme on peut le voir de plus en plus. Et au final, rester dans cette boucle-là. Du coup, tu n'as personne pour lever le lièvre le jour où il t'arrive un problème et tu t'enfermes dans un schéma qui là peut te conduire rapidement sur l'entraînement et vouloir en faire toujours plus. C'est vrai qu'on dit souvent que tous les extrêmes sont jamais bons. Dans l'entraînement, c'est pareil. Dans le trail, c'est pareil. Et un bon équilibre est souvent nécessaire pour bien harmoniser tout ça. Alexandre, on a parlé de ta vie perso, on a parlé de ta vie pro, on a parlé de ton entraînement, on a parlé de tes galères aussi que tu as eues. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé et que tu aurais aimé ajouter ? Non, bah écoute, c'est vrai qu'on a retranscrit beaucoup de choses pendant cette entrevue. Comme je dis, moi je suis quelqu'un, on va dire un petit peu d'authentique et entier. On a pu aborder un peu tous les sujets. Voilà, comme je te le disais en début de podcast, j'ai aucun tabou par rapport à ça. Non, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de la chose. Top. Est-ce que y a quelque chose qu'on peut te souhaiter pour cette UTMB ? Et ben pour cette UTMB, plus que de la performance, c'est un bon résultat, de prendre beaucoup de plaisir. Et de franchir l'arche d'arrivée. Et j'espère que si tout se passe bien, justement, j'aurai Antoine qui sera là pour franchir la ligne d'arrivée avec moi. Voilà, si on pouvait me souhaiter le meilleur, ce serait ça. Voilà, et écoute, simplement. On te souhaite de passer un très bon moment sur cette UTMB, sur le reste de ta saison aussi, et puis sur cette aventure partagée avec Charline. J'espère que vous allez passer un bon moment inoubliable que vous pourrez raconter à vos petits-enfants plus tard. Merci beaucoup et encore une félicitation à toi pour la TDS. Merci beaucoup. Bon courage à toi. Amuse-toi bien. Merci. Allez, à bientôt. Merci et bonne continuation. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire.
Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!